l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Saint-Étienne Night Club, un numéro spécial ce soir, vous le savez, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, puisque ce soir nous sommes le 31 janvier, c'est donc le dernier jour du mercato d'hiver, et pour conclure ce mercato, eh bien on est avec plusieurs personnes, et on va commencer tout d'abord bien sûr avec notre premier chroniqueur, pour qui un mercato c'est des nouveaux joueurs, et donc autant de possibilités de nouveaux jeux de mots. Et même si ça sera dur de faire aussi bien que Bernard Diony, on a hâte de voir sa prochaine trouvaille sur Crivelli. Bonsoir Joss. Salut Ken, salut à tous et bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat avec nous pour cette belle et longue soirée. Tout à fait, on va être ensemble de 21h à minuit. D'habitude, vous avez l'habitude que le lundi, nous fassions 21h, 22h. Ce soir, on reste ensemble jusqu'à minuit. Ensuite, avec nous, on a Kevin, pour qui un mercato, c'est de l'espoir, un peu de désespoir, bien sûr, mais surtout, ça lui rappelle le boulot, vu qu'il est banquier. Bonsoir Kevin. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Des transactions de dernière minute, le rush, on rend des papiers, un fax qui tombe en panne, les aléas du direct, quoi. Mais ça, c'est jamais arrivé à Saint-Étienne qu'un fax tombe en panne, par exemple. Non, mais cette fois-ci, on a prévu le coup, il y en a 2. Ok, bon, très bien. On a un double fax sur le coup, alors. Avec nous également, celui qui sera chargé ce soir de nous alerter en cas d'annonce importante, comme par exemple l'arrivée d'un numéro 9 de niveau international à 23h59 en provenance de la réserve de Saint-Julien-Molin-Molette. Bonsoir, Karl. Bonsoir, Keun, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Bonsoir David, super content d'être là. J'espère que ça servira à quelque chose ce soir, ça serait bon signe pour l'équipe, ouais. On va voir ça. Et bien sûr, tu as dit bonsoir David, donc tu viens de spoiler notre invité du soir, qui n'est autre que David Berger. Et plutôt que de vous faire une longue présentation pour vous dire qui il est, eh bien je vous laisse simplement écouter. Je pense que sa voix vous parlera plus qu'une longue description. Dernis, Gomis, et 2 ans pour les Saint-Etienne. La panthère Fegonis a encore frappé. Fainduno, 3-1, Geoffrey Dernis avec la vague. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Plutôt bien, plutôt pas mal. Une oreille du côté du mercato pour savoir un peu tout ce qui se passe dans l'actualité foot, et puis l'autre oreille qui s'est bien reposée sur un oreiller parce que voilà, j'ai eu le Covid il y a quelques jours. J'en suis encore. Je suis encore positif, mais ça va. Vous voyez, je suis en pleine forme, donc ça va. Les symptômes n'étaient pas si graves que ça. Bon, eh ben écoute, content que tu te sois bien remis. Donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu sa voix, bien sûr, David Berger, qui est grand reporter à Canal+, et qui est la voix de très nombreux matchs de Ligue 1 de ces dernières années. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, le programme de la soirée, ça va être un débrief, tout d'abord, bien sûr, pour commencer, du match contre Bergerac hier. Je sais que ça fait mal de parler de ces choses-là, mais il va falloir qu'on en parle. On va parler un petit peu de la compo, de qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que finalement c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose, cette défaite en Coupe de France. On parlera du prochain match, on parlera bien sûr évidemment du mercato qui se conclut ce soir. Ça, ce sera pour la première heure. En deuxième heure, on va essayer de faire une analyse globale du mercato avec les départs passés au crible. Est-ce que c'est une bonne chose, plutôt une bonne chose, une mauvaise chose ? Et chaque arrivée, on va essayer de débriefer un petit peu avec d'autres intervenants. Et puis enfin, de 23h à minuit, on va parler de l'attractivité de l'AS Saint-Etienne, de sujets un peu chauds de ces derniers jours, comme par exemple le cas Gomis, le retour des joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura aussi un ou deux petits jeux. Donc voilà, on a un gros programme à venir, on est ensemble jusqu'à minuit et on va commencer tout de suite par le débrief du match contre Bergerac. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors messieurs, le match contre Bergerac, est-ce que déjà tout le monde a pu le voir ? Oui. J'aurais aimé ne pas le voir. Oui, malheureusement. Est-ce que ça va ? Oui. Est-ce que vous êtes toujours vivant après cette purge qu'on a vue hier ? Le mot est lâché, purge, effectivement. Non, c'était pas un devoir de le voir, mais j'ai voulu regarder ça quand même parce que je suis un amoureux des Verts. Mais c'est vrai que je pense que je mets plus facilement du temps à me remettre du Covid
que de cette élimination. Tu penses que c'est plutôt une bonne chose, cette élimination de la Coupe de France, pour pouvoir se concentrer sur le classement ou pas? Mais non, mais surtout pas. Ça, je peux pas admettre que ça soit un mal pour un bien. C'est pas possible. D'abord parce qu'on était en huitième de finale, donc après c'est quart de finale. En général, quand on est éliminé, quand on se dit voilà, il y a le championnat, c'est parce qu'on a un calendrier extrêmement riche après. Donc il y a la Coupe de la Ligue, elle n'existe plus cette Coupe de la Ligue. Il y avait la Coupe de France. Franchement, il restait 3 tours après, 3 matchs seulement. Donc non, c'est pas bien du tout. C'est pas du tout un mal pour un bien, en tout cas pour moi. T'es d'accord avec ça, toi, Joss? Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai surtout envie de dire que le sentiment dominant, c'est la honte, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est la honte, parce que finalement, il y avait, indépendamment du fait de savoir si c'est bien ou pas, s'il faut lâcher la coupe pour se concentrer sur le championnat, pour moi, ça, c'est des faux débats. Mais ce qu'on a vu hier, c'est pas digne. Voilà, il y avait 3 divisions d'écart, mais en réalité, sur le terrain, entre une équipe qui probablement aurait sa place à l'échelon au-dessus et une autre équipe, la nôtre, qui a probablement sa place dans l'échelon en dessous et certainement pas forcément dans les 10 premiers, ben, il n'y avait plus qu'une division d'écart. Voilà. Et malgré ça, on l'a quand même perdu. C'est juste honteux. Voilà. Maintenant, il faut tourner cette page. Alors, je sais qu'il faut qu'on fasse le débrief, on va le faire, mais il faut la tourner, mais c'est juste honteux. Voilà. Est-ce que le chat est d'accord avec cette claque reçue hier? Ouais, c'est ça, c'est ce qui ressort le plus. Sam Crow qui nous dit surtout que Bergerac joue Versailles au prochain tour, donc les regrets sont là. C'est beaucoup de critiques envers Adil Aouchiche, hein, comme nous dit Razor 80. Donc, je pense que quand on va parler des cas individuels, j'ai hâte déjà de lire le chat quand on va aborder le cas de l'ancien Parisien. Et bien justement, on va faire un petit peu... Ça interroge vraiment, ça interroge sur ce que ces mecs-là ont dans le coffre. Et ça interroge aussi, mais ça on en parlera plus en longueur après, sur la gestion de ce groupe d'un point de vue humain et d'un point de vue sportif aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions à poser sur la façon dont il a été géré sportivement hier. Et Joss, ce qui est agaçant, c'est que franchement, j'ai pas été emballé par cette équipe de Bergerac. Elle était à son niveau, c'est-à-dire national. Ouais, 2. solide Alors, quoi. Non, bon, c'est pas non plus. Ça n'a pas été une équipe qui jouait à 100 à l'heure, Enfin, ça a été la honte. Là, je te rejoins là-dessus. Mais c'est surtout que oui, Saint-Etienne était à un niveau. Tu as dit peut-être Ligue 2, bas de Ligue 2. Oui, deuxième moitié de Ligue 2. Juste. Ouais. Mais franchement, c'est pas des poudres en face non plus. Donc c'est d'autant plus décevant, honteux, scandaleux, tout ce que tu veux. On va pas dire faute professionnelle parce qu'il il faut pas dire faute professionnelle quand il s'agit d'une défaite. Mais là, franchement, ouais, c'est dur à digérer, quoi. Alors, je vous coupe messieurs, mais il va y avoir de temps en temps ce petit jingle au fur et à mesure de la soirée. C'est parce que Karl a une alerte à nous donner à propos du Mercato. Qu'est-ce qui s'est passé mon Karl? Oui, Ken, je me permets de vous interrompre parce que les situations évoluent rapidement dans les dernières heures du Mercato. Donc, juste, il y a un dossier bouillant à l'heure actuelle, c'est le dossier du jeune latéral droit Sakho. Les médias portugais annoncent que c'est fait, que c'est un prêt payant de 300 000 € avec une option d'achat de 3 millions. En fin d'après-midi, on nous a confirmé que ces négociations étaient avancées avec Saint Inside. Il y a même eu l'idée d'inclure dans le prêt Brian Nokoué, Brian Gile Nokoué, ouais, le jeune latéral qui joue majoritairement en réserve. Pour un prêt de 6 mois, au final, ça ne se fera pas. En parlant de Nokoué, d'ailleurs, il a eu quelques touches pour un prêt dans d'autres clubs français cette fois-ci, mais visiblement, il restera à Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison au moins. Et une autre info du côté de Saint-Étienne Inside, c'est que la piste d'un numéro 9 est supplémentaire en plus de Crivelli était pas totalement refermée. Il y a encore une grosseur, mais d'après les dernières informations qui sortent, notamment par l'équipe, entre autres, ça paraît de moins en moins probable de voir une autre arrivée en dehors de Sakho ce soir. Ok, on va reprendre l'information principale, j'ai envie de dire. Sakho, est-ce que c'est un joueur que tu connais, toi, David? Moi, j'avoue que c'est un joueur que je n'ai jamais vu jouer. Non, je crois qu'il est international malien. C'est un petit peu tout ce que je sais de lui, que c'était une volonté d'aller chercher un latéral droit parce qu'ils ne sont pas satisfaits de Masson. Et puis, effectivement, je confirme que
pour avoir croisé, pour avoir discuté avec Loïc Perrin et avec Jean-François Soucas juste avant le derby. Ils cherchaient 2 numéros 9. Donc bon, Crivelli est arrivé. Visiblement, quand même, ils vont certainement tout faire pour essayer d'en avoir un autre d'ici minuit. Mais c'était vraiment la volonté de prendre 2 avant-centres dans ce mercato d'hiver. Après, pour ce qui est de Sakho, de toute façon, c'est un nom prédestiné à Saint-Etienne. Il y a toujours eu des Sakho. Donc là, il y en aura 2. J'espère qu'il ne fera pas que passer, comme certains qui n'ont laissé aucun souvenir. On espère, oui, qu'il aura un peu plus d'impact que le jeune Alpha Sissoko, donc qui fait partie des départs de ce mercato, qui avait été recruté au Puy-en-Velay, je crois, il y a 2-3 saisons de ça, en arrière droit, qui était censé monter, mais qui n'est jamais monté bien haut. On va revenir un petit peu sur le match d'hier, en termes de top et de flop. Joss, est-ce que tu pourrais me donner tes tops et tes flops du match, si tu arrives bien sûr à trouver des tops, sachant également que vous pouvez nous donner votre avis dans le chat, et Kevin se fera un plaisir de remonter vos messages. C'est toujours pareil, dans des matchs aussi désastreux, c'est difficile de sortir, alors un top certainement, mais même un flop, parce que je les ai trouvés tous en dessous, à part peut-être Bernardoni, parce que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je donnerais le flop à Pascal Dupraz, parce que je comprends. Moi, la première interrogation que j'ai, c'est comment on peut commencer un match comme celui-ci dans cette stratégie-là. Je comprends pas ça. Je comprends pas qu'on joue avec ce système avec autant de monde derrière. Et puis alors, je comprends encore moins, si c'est pour jouer dans ce système-là, de mettre Zaidou Youssouf en piston droit. Alors ça, pour moi, ça c'est la cerise sur le McDo. J'aime beaucoup ce joueur, Zaidou Youssouf. J'ai une vraie tendresse pour lui, même si je sais pas s'il retrouvera un jour son niveau. C'est un joueur soyeux, c'est un joueur technique, super pied gauche, mais c'est un mec qui est bon que dans l'axe. Il a toujours été bon que dans l'axe. Si tu veux absolument jouer avec un système avec des pistons, déjà, dans le pire du pire, mets-le au moins à gauche, déjà. Mais surtout, à droite, tu mets un mec qui a du coffre. Je sais pas, tu mets Bouanga, tu mets Nordin, mais tu mets pas Zaidou Youssouf. Pour moi, déjà, c'est complètement dingue de faire ça. Après, on va pas tous les passer en revue, mais Adil Aouchiche devant, enfin, c'est juste catastrophique. Là, c'est pareil. Il faut vite que ça s'arrête. Ça, il faut se poser avec ce joueur et puis savoir ce qu'il veut faire, savoir quelle est sa zone d'expertise, parce que là, on a fait jouer un peu partout. Ça donne jamais rien de bon. L'expérience Camara en défense centrale. Alors, on va pas résumer son match à cette espèce d'aile de pigeon débile, mais une fois encore un joueur qu'on promène un peu à tous les postes. Alors, de temps en temps, on dit qu'il n'a pas fait un mauvais match contre Angers dans ce poste-là, et puis là, c'est juste catastrophique. Enfin, en fait, j'ai une vraie interrogation, et elle se transforme en inquiétude. Elle n'est pas nouvelle, mais chaque jour qui passe, elle est un peu plus forte. Que fait Pascal Dupraz en termes de management sportif? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas lui vraiment qui compose l'équipe. Je trouve qu'il a zéro idée, même pas celle de tenter un schéma un peu plus offensif contre une équipe qui est trois divisions en dessous. Enfin, ce match-là, si tu veux le gagner, il faut pas le jouer comme ça. Enfin, moi, il me semble en tout cas, et ça me semble une analyse vraiment simple. Ouais, et je me dis, putain, si lui il l'a pas, qui va l'avoir, quoi. C'est ce que tu nous dis, il me semble, depuis même le premier match de Dupraz où il y avait eu un échange entre Sablé et Dupraz sur le bord du terrain. Je vous en avais parlé, effectivement. J'en avais aussi parlé avec Patrick Guillot, que j'ai vu dans le chat et que je salue, que ça avait beaucoup marqué aussi, ce clip vidéo où on voit un Pascal Dupraz complètement perdu avec un Sablé qui lui hurle quasiment dessus, qu'il faut faire des changements de joueurs qu'il ne connaît a priori pas. Ouais, ça m'inquiète pour la suite. Le mercato, on en parlera tout à l'heure. Je trouve pas si débile que ça, moi personnellement. Mais on pourra avoir plein de joueurs des retours de la CAN. Si on a un Dupraz qui est aussi passif dans les idées de jeu, on va pas aller bien loin. Hein. Je te laisse réagir un petit peu à ce psaume, David. Est-ce que tu partages cette inquiétude vis-à-vis de ce que propose Dupraz aussi? Alors d'abord sur les interrogations. C'est vrai qu'il y en a plusieurs et ça date pas d'hier. Joss parlait de Youssouf. Même à Bordeaux, on savait pas où le mettre. C'est-à-dire, on savait pas si c'était plutôt un milieu défensif, un milieu offensif, un axial sur le côté. On n'a jamais su et on le sait toujours pas. Après, interrogation sur Aouchiche, qui à mon sens, je vais être dur, mais je pense que c'est plus un joueur d'urban foot. C'est un joueur de five. Ouais, voilà. Mais c'est terrible parce que oui, il est jeune,
Mais bon, il y en a d'autres à son âge qui déjà auraient ou ont déjà évolué. Lui, je commence à vraiment m'inquiéter sur sa capacité à comprendre ce qu'est la vie d'un footballeur professionnel. Et voilà, donc je pense que c'est même pas lié à son poste, c'est vraiment dans la tête. Et Après, je te coupe sur Aouchiche. Est-ce que tu penses qu'il a une carte d'invincibilité quelque part grâce au transfert qu'il a eu où il a été annoncé comme un grand prodige et qu'il a eu un transfert quand même très cher pour son âge? très cher, c'est la prime qui était chère, effectivement, qui lui a été versée. Oui, on s'est planté. On s'est planté. Je pense qu'il a été surestimé. On pensait que ce serait un immense joueur. Et pour l'instant, c'est un vrai flop. Il y en a d'autres comme ça qui n'ont pas réussi à éclore. Lui, il avait vraiment une éclosion programmée pour devenir un très grand joueur. Et on disait, on a fait une super affaire. Bon, finalement, à l'arrivée, je pense que les Stéphanois s'en mordent un peu les doigts, les dirigeants s'en mordent les doigts parce que je vois pas trop quel est son avenir. Très franchement, je parle dans le haut niveau. Après, il y a d'autres joueurs, effectivement. Moi, j'ai retenu l'aile de pigeon, comme dit Joss, de Camara. Ça, enfin, c'est pas le plus mauvais, évidemment, de la saison. M'a dit Camara, je l'ai vu faire de très bons matchs. Mais c'est interdit. Ce qu'il a fait, c'est interdit. Ou alors, c'est un moment d'égarement. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Alors, on en vient peut-être à Pascal Duprat et à son coaching, à sa gestion. Moi, je suis pas trop d'accord sur le côté tactique. Certes, défense à 5, c'était un peu absurde. Mais moi, je pense que Pascal Duprat, il a été pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire ses qualités d'être un meneur d'hommes, d'essayer de donner confiance à ce groupe, d'essayer de le bonifier. Pour être présent dans le stade, au Groupama Stadium, on les entendait bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters. Et je l'entendais, Pascal Duprat, toujours dire « Allez, vas-y, fonce », donc applaudir, encourager. Et je pense que cette équipe, c'est terrible, mais elle en a besoin. Elle a besoin de retrouver de la confiance. Donc je pense que le côté tactique, à la limite, c'est au second rang. Ce qu'il faut, c'est redonner un peu de confiance, même beaucoup de confiance à ces joueurs. Et je pense que c'est l'homme de la situation. Après, on peut débattre sur son côté tacticien ou pas. Bon, effectivement, moi, je ne veux pas trop le juger parce que j'ai plutôt un a priori positif sur ce garçon. C'est un amoureux des Verts. Je pense qu'il a de l'expérience. C'est sûr qu'il n'a pas coaché plein d'équipes, mais je pense que ça reste l'homme de la situation aujourd'hui et que d'autres plus gradés, je dirais, n'auraient pas forcément les meilleurs résultats parce que cette équipe, elle est mal en point psychologiquement, elle n'est pas au niveau. Alors certainement, quand les Africains vont revenir, quand le mercato sera bouclé, elle aura peut-être meilleure allure. Voilà, on attend Amouma, Kazri, Boudbouz. Mangala. Justement, David, David, justement sur ce point, moi, c'est intéressant ça. Est-ce que tu crois pas? Moi, j'ai senti ça un peu dans les déclats d'après-match. J'ai l'impression que tout le monde s'en remet au retour de Kazri, aux arrivées des recrues, en se disant, on va se sauver grâce aux mecs qui vont arriver. Mais vous, qui étiez sur le terrain hier, vous avez montré quoi en fait? Je veux dire, Kazri, c'est pas Gérard Majax, quoi. Crivelli non plus, probablement. Donc oui, il va y avoir pas mal de changements parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas sur la pelouse. Faut pas croire qu'ils vont forcément tout changer. Il y a quand même des mecs qui étaient sur la pelouse hier qui vont être sur la pelouse aussi dans les prochains matchs. Donc, mais il y en aura la moitié. Ouais, il y en aura la moitié, mais enfin, il faut que cette moitié... Si tu retrouves Amouma, si tu retrouves Mangala, je parle même pas de Gnagnon, même s'il a rejoué avec la réserve, il faut vraiment qu'il s'affûte. Bernardoni. Ça fait quand même les Africains, les recrues de cet hiver, ça fait plus de la moitié de l'équipe. Donc, c'est plus du tout la même équipe quand même. Même s'il y en a 3-4 qui restent, il va y avoir quand même un peu de turnover. Ouais, il faut que le choc il arrive vite, David, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps là, maintenant. Il n'y a plus beaucoup de temps. Ouais. Exactement. Et puis en même temps, les concurrents que l'on trouvait aussi baltringues que les Stéphanois, c'est-à-dire les équipes comme Bordeaux, c'est aussi renforcé, parce que le niveau était dramatique également à Bordeaux. Oui, ils font un beau recrutement, Bordeaux. Renforcer. Exactement, il y a un bon recrutement. Il y a Lorient qui, par contre, rate son recrutement. Voilà. Mais après, il y a d'autres équipes aussi, et puis elles ont 5, 6, 7 points de plus que Saint-Etienne. Donc, voilà. Mais je reste positif aussi, optimiste, parce que, pour en avoir parlé avec Bernardoni, justement, lui qui a connu Nîmes,
qui a connu à peine Bordeaux 3, qui donc connaît un petit peu les équipes qui cherchent à se maintenir. Il m'a dit c'est un club incroyable, il y a une ambiance incroyable. Je te garantis, on peut pas descendre, c'est impossible. Il était très optimiste et il venait d'arriver d'Angers. Et franchement, il m'a dit, mais c'est impossible qu'on descende. Et alors que il venait de perdre à Lyon avec 12 points au compteur. Donc je me dis que cette phrase, ça doit donner, ça peut-être que ça reflète aussi l'état d'esprit de toute l'équipe. Je vais pas te mentir, ça fait quand même du bien à entendre ce genre de phrase, même si bien sûr c'est un ressenti et que on verra bien à la fin de la saison, mais ça fait du bien à entendre. Kevin, je viens vers toi. On a demandé un petit peu les tops et les flops du chat sur le match d'hier. Qu'est-ce que ça a donné un petit peu ? Eh bien, écoute, c'est toujours aussi fascinant le cas Ouchiche. Il y a, certes, de plus en plus de détracteurs plutôt que de promoteurs du jeune joueur, mais le chat est toujours quand même divisé. Il y a toujours des gens qui vont le défendre coûte que coûte en disant qu'il n'est pas à son poste et d'autres qui vont, comme Pomadou, comme Anto, comme David Levert qui disent que c'est un flop au même titre que Camara et Gourna. Anto qui est surenchéri en disant que la compo de Duprat est un grand flop aussi. Kamska qui nous dit j'étais au match, Duprat disait bien joué à chaque passe, ce qui montre le niveau des joueurs. Et pour les côtés positifs, Rezor nous dit qu'en top il y avait quand même Bernardoni, et Quentin Roche lui nous dit qu'il a bien aimé l'entrée de Mouefek. L'entrée de Mouefek, effectivement, j'ai été un peu surpris de le voir pas commencer le match d'ailleurs, parce que c'était pour moi un match qui lui convenait bien. Bernardoni, t'en as parlé un petit peu pour son état d'esprit, David, mais c'est vrai qu'on peut s'attarder un peu sur son cas. Mine de rien, malgré la performance cataclysmique d'hier, si on regarde le match d'hier, le match contre Angers et les matchs qu'il a fait depuis qu'il est là, c'est un gardien qui pour l'instant fait du bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas forcément beaucoup plus fort techniquement que notre Étienne Green national, mais en tout cas il parle beaucoup plus, il est plus rassurant dans ses sorties, il dégage plus de sérénité. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il est plus fort que Green techniquement. Déjà, Ouais. et oui, et sur ce qu'il dégage, on n'est pas dans la même dimension, ça se voit. Voilà, ça se voit dans son autorité, ça se voit un petit peu dans tout ce que peut dégager un gardien. Oui, enfin pour moi, là, on a fait une bonne recrue. Même si j'avais défendu dès le début que pour moi, c'était pas la priorité. Après, c'était plus facile de faire cette opportunité-là probablement que d'avoir un bon neuf en début de mercato. Mais pour moi, ça fait partie des plus du mercato. On s'y arrête un peu parce que c'est peut-être le seul top qu'on peut ressortir du match d'hier, donc voilà, on lui fait des compliments. Est-ce que pour vous, hier, il y avait un manque d'envie sur ce match, ou est-ce que c'est simplement un manque de niveau, malheureusement ? Ou est-ce que vous pensez que c'est possible que notre équipe ait pris ce match un petit peu par-dessus la jambe, malgré la situation au classement, vu qu'il y a eu, vu qu'il y avait 4 divisions d'écart, justement ? Alors, si c'est ça, si c'est un manque d'envie, en 8e de finale de la Coupe de France, avec les portes des quarts de finale qui s'ouvrent en grand, si c'est un manque d'envie, il faut enfermer tous les joueurs d'urgence dans un hôpital psychiatrique et les soigner pendant quelques mois, et on fait jouer la réserve. C'est un manque d'envie. Donc, je refuse de croire que c'est un manque d'envie. Ce sont des professionnels. Et j'ai toujours du mal à comprendre. Je pense pas que ce soit un manque d'envie. Je suis d'accord avec toi. Je vais reformuler juste. Peut-être pas un manque d'envie. C'est presque pire du coup. De quoi ? C'est presque pire du coup. Ouais. Je dis c'est presque pire du coup si c'est pas un manque d'envie. C'est-à-dire que c'est un problème de niveau quoi. Alors, pour moi, il y a un problème de niveau, on en a parlé, et encore une fois, c'est le reflet de toute la saison. Moi, ce qui me dérange, c'est le manque d'intensité. Alors, c'est un peu le mot à la mode. Il y a plein d'entraîneurs qui arrivent et qui disent « moi, je veux mettre de l'intensité ». Mais franchement, l'intensité, c'est justement ce que n'importe quelle équipe de n'importe quelle division peut mettre, et surtout doit mettre quand il n'y a pas du talent. Bon, Saint-Etienne, on ne peut pas dire que ça regorge de grands talents cette saison. Ou alors je ne regarde pas les mêmes matchs que vous. Donc, il reste à une équipe, dans ces cas-là, l'intensité. Et quand on me dit en plus que le groupe vit bien, et je pense que le groupe vit bien, il n'y a pas des clans, je crois que le groupe travaille bien ensemble, ils prennent du plaisir à évoluer ensemble, mais l'intensité, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai discuté récemment avec un entraîneur de DH qui me disait « moi, j'interdis à mes joueurs de marcher sur le terrain, en DH ».
je leur interdis de marcher pendant tout le match. Bravo. Là, j'en ai vu beaucoup marcher. Et l'intensité, c'est quand même ce qui est à la portée de n'importe quelle équipe. Alors on va me dire le terrain bosselé, non mais vous rigolez ou quoi? Dans les années 70, les terrains, ils étaient pires que ça au plus C'est haut sûr. niveau, et ça courait, ça galopait, ça galopait. Alors pourquoi ce manque d'intensité? Et on parle, et c'est ça qui m'agace, on parle de joueurs professionnels. Oui, Qu'on le ne manque dise pas, ils d'intensité, sont tu peux te rincés. le permettre quand t'es Lionel Messi. Et certes, tu peux marcher un petit peu sur le terrain, mais t'as un niveau qui est tel que tu peux rattraper facilement. Exactement, c'est le procès qui est fait aux Parisiens. On leur dit, vous avez tous du talent, mais il y a des moments où vous marchez. Sauf qu'ils sont premiers avec 12 points d'avance. Mais effectivement, s'il n'y a pas l'intensité, par exemple, au PSG, ils n'iront pas plus loin non plus. Mais voilà, ce manque de prise de conscience, parce que on parlait d'envie, je pense que c'est une prise de conscience qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, le relâchement, c'est pas très grave. En face, effectivement, il y a une équipe d'amateurs. Donc normalement, avec 2-3 touches de balle, on devrait tranquillement remonter le terrain. Mais il n'y a même pas d'intensité, comme j'ai dit, et même pas d'occasion. Il n'y a même pas d'occasion de but. Bon, cela dit, il n'y a pas vraiment d'avant-centre. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'ingrédients en moins quand même pour espérer gagner, même contre une équipe qui est 4 divisions en dessous. Mais David, moi je trouve ça inquiétant ce que tu dis. Malheureusement, je le partage. D'un côté, on a un Bernard Diony qui nous dit le groupe vit bien, c'est impossible qu'on s'en sorte pas, mais ça se traduit pas sur le terrain. Ça veut dire quoi? Un groupe qui s'entend bien, il y a une super ambiance, on va s'en sortir. Si cette envie-là, on la voit pas sur le terrain, enfin, il y a quelque chose qui colle pas là. Moi, que les gars s'entendent super bien, que ça se marre à l'entraînement, je suis très content pour eux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse au premier chef. Que ça crée une dynamique de groupe et qu'elle se transforme en quelque chose sur le terrain, ça oui, ça m'intéresserait. Je l'ai pas vu une seule seconde dimanche, pas une seule seconde. Donc, à un moment donné, il faut passer du discours aux actes. S'ils s'entendent bien, s'ils ont tous envie de sauver le club, comme le laisse entendre Bernard Denis, qu'ils le montrent, quoi. Qu'ils le montrent. Non, mais quand je dis qu'effectivement ils vivent bien ensemble, c'est plutôt quand même amené à nous rassurer parce qu'on pourrait aussi avoir l'écho inverse qui est il y a des clans, personne, machin veut pas jouer avec machin, lui il lui donnera jamais le ballon, et là on se dit bon bah c'est fini, c'est terminé. Donc le fait qu'il y ait une bonne ambiance peut effectivement inciter à l'optimisme. Mais c'est vrai, tu as raison, pas d'intensité, pas de révolte. Moi j'entends, et ils sont capables de le dire, si les résultats sont pas bons, c'est de dire bon, j'espère que le prochain match, on va se donner à fond. Mais non, mais il faut se donner à fond tous les matchs. Et c'est des finales qui se présentent. Dimanche, c'était une finale. Et contre Montpellier, ce sera une finale. Et il faut prendre conscience qu'il reste donc 16 finales 16 finales à jouer, c'est pas le bout du monde quand même. Et ben il faut les jouer à fond. Alors, je me permets de vous couper. Du coup, si vous nous rejoignez là tout de suite, on est en train de débriefer un petit peu le match d'hier. On parlera bien sûr ce soir du Mercato. On est ensemble jusqu'à minuit, donc vous êtes avec nous pour toute la soirée si le cœur vous en dit. J'ai vu, Kevin, que tu avais lancé un sondage dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en a été ? Eh bien oui, parce que ça m'intriguait quand même cette histoire de savoir si c'était un manque d'envie ou de talent, mais de l'avis de nos supporters qui nous suivent assidûment, c'est les deux, mon capitaine, hein, à 59%, c'est 22% pour l'envie et seulement 19% pour le talent. Mais c'est vrai que pour revenir sur ça, on a quand même une citation de Camara qui nous dit hier que c'est honteux de dire qu'ils ont lâché le match. Et comme disait Joss, c'est pas plus rassurant du coup. C'est sûr. Alors, je me permets quand même de reformuler ce mot envie. Effectivement, j'ai vu Patrick Guillou aussi dans le chat qui disait y a pas de problème d'envie chez un joueur professionnel. Tu le disais aussi, David. J'ai tendance à être d'accord avec vous. Peut-être que plutôt que le mot envie, c'est peut-être pas... Juste, ils n'ont pas pris au sérieux suffisamment ce match. Je pense que vu qu'ils venaient de gagner contre deux divisions 4, je crois, enfin contre deux équipes de nationale juste avant, ils se sont dit, bon bah là ça va être pareil, on va passer sans trop forcer. Et du coup c'est le fameux, t'as rendez-vous au bureau à 9h, bon c'est le matin où t'es un peu fatigué, t'es arrivé à 8h50 au lieu d'arriver à 8h30 quoi. Ils l'ont pris un petit peu par-dessus la jambe. C'est ça que j'entends quand je dis envie, quelque part dans ma question. Alors j'ai franchement du mal à imaginer que ce soit réellement cette hypothèse-là. Parce que si les joueurs arrivent sur le terrain en se disant avec un minimum d'effort, ça devrait passer, quand on reste sur 8 défaites en 9 matchs, je crois, quand on est dernier de Ligue 1, si on se permet de regarder de haut, mais même une équipe qui est donc en sous-catégorie,
mais c'est énorme. Ça veut dire que c'est vraiment la prise de conscience qui n'y est pas. Et ça veut dire qu'on est avec une équipe qui se dit que finalement, rien n'est grave. Voilà, rien n'est grave. On gagne pas, c'est pas très grave. Il y aura encore un match après, puis encore un autre. Mais c'est l'état d'esprit, moi, qui me dérange, Moi, parce j'ai que ça vra- doit j'ai être. vraiment peur de ça, David. Hein. Vraiment, j'ai peur de ça. Ah Hein. ouais. Alors, je sais que mon copain de chez Green Prospect, je l'ai vu dire tout à l'heure qu'il n'était pas du tout d'accord et qu'il n'y avait pas de tricheur, etc. Moi, je veux bien le croire. Mais on est quand même à géométrie variable. On a un super état d'esprit contre Angers. Et là, plus rien, quoi. Donc, bon, il y a un problème de carence technique, de carence footballistique, hein, on va pas se mentir, de manière un peu globale. Mais là, on est en train de parler d'état d'esprit. Moi, j'ai vu 2 matchs complètement différents entre Angers et Bergerac, complètement différents dans ce que les mecs ont mis dans le match. Voilà, moi, c'est de la perception que j'en ai eue. Et ce Oui, problème de motivation un peu à géométrie variable me pose quand même question parce que quand on lit un peu les cuts, les interviews d'après-match, ils ont l'air tous d'être conscients et ils disent il faut qu'on se batte, voilà. Mais une fois encore, moi j'attends de le voir, quoi. Je suis désolé, et il reste plus beaucoup de matchs pour le voir et si on le voit un match sur 2, ça ne suffira pas, ça. Voilà. alors Joss, c'est ce qui fait la différence entre des joueurs moyens et très moyens, c'est-à-dire la capacité déjà à pouvoir renouveler un effort, la fameuse constance. Quand on met de l'intensité dans un match, puis le match d'après, il n'y en a plus, le match d'après, il n'y en a plus, puis après, il y en a un petit peu, puis après, il n'y en a plus. C'est ça, c'est ce qui fait la différence entre des grands joueurs et puis Ah ceux si, qui... Aouchiche, il est constant, lui. Ah oui, il y en a qui sont constants, malheureusement, dans les contre-performances. Et puis, moi, je m'interroge souvent, et ça, Patrick Guillou, qui nous écoute, je lui ai souvent dit, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est le manque de joueurs compétiteurs. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie quand je vois des joueurs perdre et puis avoir le sourire, la banane, et puis d'autres qui, en revanche, rentrent très vexés. Il n'y en a pas beaucoup. Je trouve qu'on manque de joueurs compétiteurs, c'est-à-dire le joueur qui rentre et qui surtout décide de bâtir une carrière en disant « je veux gagner ». Je veux gagner des trophées, je veux gagner des matchs. Voilà, ce côté compétiteur, je pense que Saint-Étienne n'en a pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de joueurs compétiteurs, ça c'est sûr. Il y en a qui ont un beau CV et qui l'ont été, et qui le sont toujours, je l'espère. J'espère qu'ils ne sont pas lassés, mais d'autres qui sont à l'entame d'une carrière et qui manquent justement ce côté de compétiteur. Alors, Karl vient de quitter le vocal. Ok, c'est bon, il est revenu. Ça avait décadré la caméra. Faut pas partir, hein, Karl, hein, sinon ça change le cadre pour la caméra, ça m'arrange pas, moi. Oui, ce dont tu parles, David, c'est un peu ce que fait Kadri, quelque part. C'est ce côté un peu, la moindre touche, on se bat pour l'avoir, quoi. On la laisse pas à l'adversaire. Cette sorte de grinta un petit peu à tout le temps vouloir plus. On a passé un bon petit moment quand même sur le match d'hier. Je vous propose qu'on fasse une première analyse du mercato, sachant évidemment que ce n'est pas terminé, hein. Nous avons encore jusqu'à minuit pour faire un attaquant égyptien à 10 millions d'euros. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant à l'heure actuelle du mercato stéphanois? On va commencer avec toi, Joss. Alors moi j'ai lu beaucoup de choses, hein, sur le mercato, beaucoup de colère ces derniers jours. Est-ce que je fais un petit rappel déjà de qui est arrivé et de qui est parti? Allez, je fais ça très rapidement. Pour l'instant, en départ, il y a Ramirez qui est parti, il y a Crasso qui est parti, il y a Sissoko qui est parti, il y a Niagnon qui est arrivé, Bernardoni, Tube, Sacco, Mangala, Crivelli. Et pour l'instant, c'est tout. À toi l'honneur. Alors moi je veux juste rappeler un truc, c'est que bon, le nombre de joueurs qui ont été faits laisse penser quand même qu'il y a eu du boulot de fait dans les conditions qui sont les nôtres et dans l'attractivité qui sont les nôtres. Je veux juste faire un préambule. Moi j'ai vu passer beaucoup de choses qui m'ont beaucoup surpris, des réactions virulentes de la communauté stéphanoise sur le fait qu'on n'arrive pas à faire des pointures devant, mais juste rappeler qui on est, quoi. Je veux dire, on est le 20e d'un championnat devenu mineur. Donc les grands noms, ils vont pas venir à Saint-Étienne pour 6 mois, c'est pas possible. Ou alors il faut vraiment qu'ils aient une raison, soit financière,
soit de se relancer, mais s'ils veulent vraiment se relancer, ils vont pas venir le faire chez nous. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé ce postulat de départ, il y a des trucs incroyables. Niagnon, pour moi, c'est incroyable. Je assigner un joueur qui fait plus de 100 kilos à la visite médicale en pensant, magicien que nous sommes, que 2 mois après, il en fera plus de 85. J'avoue que ça restera une des belles histoires du mercato au sens des interrogations, tu vois. J'ai encore vu une image de lui que m'a envoyé quelqu'un qui était au match de la réserve, c'est juste ahurissant. Après, pour le reste, Bernardoni, je pensais que c'était pas une trinité le gardien, mais je suis content qu'on l'ait fait parce que en quelques matchs, il a montré qu'il apporte quelque chose. Mangala, il y a évidemment une inconnue, mais je pense que c'est un joueur qui va apporter sur le terrain, très probablement, si sa forme physique le permet, mais qui va apporter surtout toute son expérience. C'est quand même une pointure, Mangala. Voilà. Donc ça va faire du bien justement dans un groupe qui a apparemment beaucoup de mal à gérer la partie approche émotionnelle des matchs, approche motivationnelle des matchs. Ce mec-là, il va certainement leur dire comment on prépare un match. L'attaquant, alors moi j'espérais, j'ai longtemps espéré, je vais passer beaucoup de noms. Crivelli, je sais pas. En tout cas, je trouve ça pas si mal par rapport à ce qu'on est aujourd'hui et à nos moyens. C'est un mec qui cavale. Après, c'est pas un mec très adroit visiblement, mais en tout cas, pour jouer comme Dupraz veut jouer, c'est un mec qui va courir beaucoup plus que beaucoup de noms qu'on a vus, qui étaient plutôt des enclumes. Je suis pas sûr que ce soit une si mauvaise idée que ça, Les enclumes. mais ça aurait été bien d'associer avec un mec un peu plus finisseur. Voilà, je pense qu'ils ont essayé, je suis pas sûr qu'ils y arriveront. Après, pour moi, et je l'avais dit dès le début, je pense qu'on a une carence sur les latéraux qui est dingue. Et qui pour moi est aussi importante que le manque de finisseurs. Alors j'espère, alors je le connais pas, hein, le Sacco en question, j'en connais plein des Sacco, mais pas celui-là. Donc j'ai pas d'avis, mais dans tous les cas, s'il y a un coup à tenter, il faut le tenter parce que on est vraiment en carence sur ces postes-là. Voilà, on est en carence sur ces postes-là. Après Sada Tube, j'ai l'impression qu'il est arrivé un peu en paquet cadeau bonus avec Bernardoni. Il n'a pas l'air d'avoir de problème de mentalité, donc il pourra rendre des services. Même chose un peu que l'autre Sacco, Bakary Sacco, qui m'a, pour un mec qui a pas joué depuis une éternité, m'a fait plutôt bonne impression. Maintenant, voilà, son physique le lâche parce que c'est un mec qui a pas joué depuis trop longtemps. Il y a pas de fumée sans feu. Donc au global, on a fait finalement beaucoup de joueurs. Moi, les postes importants, c'était surtout devant et arrière latéral. Devant, on verra ce que donnera Crivelli. C'est mieux que d'avoir rien. Et pour moi, c'est très différent du panic buy de Ramirez. C'est un mec qui a déjà joué en Ligue 1, qui a de l'expérience. Et puis c'est un mec généreux, quoi. C'est un mec combatif et qui, dans un bloc un peu bas, va pouvoir donner des coups de main. Et je croise les doigts pour un arrière latéral. Voilà. Ok. Et je rajoute la touche Mangala pour ce qu'il va amener en termes d'expérience, voilà, dans l'approche des matchs. Je pense que ce mec-là, C'est vrai. on pouvait pas rêver un jour à avoir un mec comme ça, quoi. C'est vrai que pour l'instant, Mangala, on l'a pas vu jouer, mais ça peut être un bel apport. On rappelle, hein, quand tu parles de potentiellement un latéral droit, si vous nous rejoignez juste maintenant, il y a un jeune latéral droit de 26 ans, Falaï Sacco, qui est pressenti pour arriver ce soir. Évidemment, rien de sûr, rien d'officiel, mais on a Karl qui est à l'affût de la moindre information et qui la relayera s'il y en a une du côté de Saint-Etienne. David, toi, ton avis pour l'instant sur ce mercato, est-ce que tu rejoins un petit peu Joss sur le fait que finalement, avec l'attractivité du club à l'heure actuelle et la place au classement, c'était déjà pas mal? Oui, moi je le rejoins sur tous les points. C'est-à-dire j'ai les mêmes interrogations que lui pour Niagnon. Pourquoi est allé chercher Niagnon qui est arrivé en novembre et qui n'a pas perdu un gramme depuis 2 mois, donc qui ne sera pas en mesure de jouer au plus haut niveau, je pense, d'ici la fin de la saison. Bernardoni, c'est bien. C'est même, je suis très surpris de le voir arriver. Mais bon, voilà, et c'est plutôt une bonne chose. Tube, je suis un peu déçu. Alors oui, je confirme, il a une super mentalité aussi. C'est vraiment quelqu'un qui se fond dans un collectif et qui déjà s'est bien intégré. Moi, j'aimerais retrouver le Tube de Nîmes. Et, voilà, il n'était pas à Angers, pas non plus encore vraiment sous le maillot stéphanois. Mangala, grosse interrogation. Certes, super CV, mais
Ça fait 3 ans qu'on ne voit plus, qu'on n'a plus de nouvelles. Et bon, voilà, j'espère qu'il est débarrassé de ses pépins physiques. J'espère qu'il sera en mesure de jouer à la fois ce rôle de leader, mais aussi quand même de joueur, tout simplement. Après, Crivelli, je pense que c'est vraiment une bonne pioche. Je l'ai pas vu venir. Et voilà, il a la hargne. Je pense que c'est une bonne pioche. Après, moi, j'ai la déception de ne pas avoir quand même. Alors, je vais peut-être lancer un débat parce que est-ce qu'il y avait des pour et les contre, mais je pense que Gomis c'était faisable quand même de le faire. Et bon, même à 36 ans, il connaît la maison. Comme Sakho d'ailleurs, hein, je pense que Sakho on l'a fait venir aussi parce qu'il connaît la maison verte. Ça peut être que bénéfique. Donc voilà, Gomis, c'est bien dommage, à moins que d'ici minuit, il y ait un renversement de situation. Ça Et paraît après, improbable. latéral droit, j'y réfléchissais, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé, par exemple, Jérémy Pied, qui est à Lille, qui n'est pas inscrit en Ligue des Champions, qui est un latéral, qui peut Qui jouer était à déjà droite, à suivi gauche. à l'époque de Christophe Galtier. Ouais, il joue pas à Lille, il n'est pas inscrit donc en Ligue des Champions. Voilà, prêté pour 6 mois. Voilà, je pense que ça aurait pu être une bonne idée. Bon, je sais pas. C'est vrai, c'est pas On n'en bête. parle pas, c'est dommage. Mais voilà, pour le reste, je te rejoins, je vous rejoins. Mon cher Kevin, que dit le sondage par rapport au mercato? Écoute, sans grande surprise, hein, les supporters pensent qu'il en manque encore un peu pour être pleinement satisfait. Pour ce manque, on n'en a pas trop parlé, mais Mba MCN qui nous dit carence énorme au milieu, c'est juste pas possible ce qu'on peut aligner actuellement. Sam Saver qui nous dit qu'il aurait fallu un milieu d'expérience et un neuf rapide. Et Crivelli qui va, à notre grand plaisir, comme beaucoup de nos joueurs, scinder les supporters en deux pour l'instant, puisque il y en a qui le défendent, d'autres qui nous disent comme David COH21 qui nous dit je suis désolé mais Crivelli c'est une catastrophe, et enfin Patrick Guillou qui nous dit j'ai entraîné Enzo, il ne trichera jamais, il se battra sur tous les ballons et ira au casse-pipe. On parlait de Grinta tout à l'heure, du coup on est en plein dedans. Moi, je suis Ok. assez d'accord avec Patrick, hein. Je pense que les détracteurs d'aujourd'hui, une fois qu'ils l'auront vu faire 2-3 matchs, c'est parce que c'est un mec qui donne tout, quoi. Alors, c'est pas un génie devant le but, mais c'est un mec qui donne tout. Et ça a aussi une influence sur les autres, hein. Quand il y a un mec qui cavale vraiment, je pense que ça peut avoir un effet d'entraînement. Et c'est en ce sens-là que je pense que c'est pas si con que ça d'avoir fait Crivelli. Voilà. Alors, mini parenthèse, tu évoquais le cas Gomis, David. J'ai vu qu'il y avait des avis qui commençaient à circuler dans le chat. Alors, je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit ce soir. C'est une émission spéciale où on va suivre le mercato jusqu'à son terme. Et Gomis, on a prévu d'en parler, de faire un gros débat dessus dans la 3e heure. Mais effectivement, la question s'est posée et moi aussi j'aurais été plutôt pour un retour de Gomis si ça avait pu se faire. Juste, je reviens sur Crivelli. Effectivement, tu dis, Kevin, que le chat est divisé. Je vais me permettre de faire la division, alors, vu que vous étiez tous les deux d'accord, David et Joss. Crivelli, je sais que le football, ce n'est pas que des stats, mais Crivelli n'a pas marqué depuis 2020. Il était en Turquie, où en général les attaquants réussissent plutôt bien, c'est un championnat assez prolifique. Et ça fait 2 ans qu'il n'a pas marqué. Je crois qu'il est sur une série de 48 matchs sans marquer. Évidemment, vous avez raison. Le football, ce n'est pas que des stats. Et peut-être que sa grinta va beaucoup apporter. Mais je pense que c'est une inquiétude que peuvent avoir de nombreux supporters, non ? Ouais, mais moi je pose la question à l'envers, Ken, à nouveau. Enfin, le fantasme du neuf buteur mobile, très bon buteur, je pense qu'ils ont essayé. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés parce que visiblement, il n'y a pas grand monde qui voulait venir se mettre dans cette galère. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un choix par défaut, Crivelli, mais enfin, le neuf qui est à la fois combattant, coureur, buteur, on n'est pas arrivé à le faire. Donc, au moins, on aura un mec qui va s'y filer à la maillotche, comme dit l'ami Moscato. Et c'est déjà pas mal dans notre situation. On va avoir besoin de combattants. Et moi, je mise sur un effet d'entraînement. Voilà. Après, on sait qu'on n'a pas embauché Van Basten, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis en plus, un vrai neuf qui marque 10 buts par saison, il viendra pas à Saint-Etienne, dernier du classement, en mercato d'hiver. Évidemment. Donc, évidemment. il a l'avantage de connaître le championnat
Et même s'il reste sur 45 matchs sans marquer, bah, plus les jours passent et plus cette série va s'arrêter. Et il avait marqué pas mal de buts aussi lorsqu'il était dans le championnat de France. Donc, C'est vrai. non, c'est bien. Il y a une bonne mentalité. Voilà, il a la niaque. Et puis, c'est un vrai profil de numéro 9 aussi. Donc, voilà, on va cracher dessus, quoi. Après, je le redis, Oui, hein, mais puis nous sommes... on est engagé, enfin j'insiste là-dessus, on est engagé dans un combat là, dans un Ouais. combat avec des finales, comme disait David tout à l'heure. Et je sais plus qui dans le chat a dit ça tout à l'heure, il me semble que c'est Patrick. Le choix du profil psychologique est fondamental. Là. Il faut pas se tromper. Il faut des mecs qui pendant 16 matchs vont tout donner, vont jamais tricher. Et il me semble que Crivelli correspond bien à ce profil psychologique-là. Voilà. Et puis, juste faites un sondage, là. Crasso, Ramirez ou Crivelli? À mon avis, Changement d'équipe. Crivelli va quand même être largement au-dessus, hein, normalement. C'est ce Donc, que j'allais voilà. dire. Ce que j'allais dire, est-ce que le départ de Crasso n'est pas le renfort offensif dont on espérait tous? C'est pas impossible. Alors, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu parce qu'on est... évidemment, on aimerait tous avoir la réponse à cette question, mais est-ce que si le mercato devait s'arrêter là à 21h46 ce soir, est-ce que vous pensez qu'on a l'effectif suffisant avec les retours de la CAN, avec les recrues qui sont arrivées, pour se maintenir, ou est-ce que ça risque d'être encore limite? On sait que de toute façon ce ne sera pas facile, que c'est même plus probable qu'on descende qu'on se maintienne, mais est-ce que sur le papier l'effectif il est suffisant selon vous? Qui veut y aller? David, je te laisse tirer le premier, parce que Alors, moi j'ai un avis si, assez tranché là-dessus. D'accord. Bon, si je raisonne en termes de comptabilité, c'est-à-dire il faut 38 points, allez même 36 pour se maintenir, ça veut dire qu'il y aura 21 Alors, points à prendre. Pardon, je suis désolé, Oui. je vais vous couper, mais j'ai Karl qui me dit alerte, alerte, alerte. Oui, je vous coupe parce que tweet du journaliste Saber Desfarges qui vient de nous dire accord quasi bouclé, la SSE tient son latéral droit. Il ne manque plus que la signature du joueur. Falaï Sako devrait s'engager dans les prochaines minutes avec les Verts et boucler le mercato hivernal de l'AS Saint-Etienne. Voilà. Ok, et ben ça c'est une bonne chose de fait. Donc voilà, Falaï Sako, le latéral droit malien de 26 ans, qui était à Guimarães, qui va s'engager avec l'AS Saint-Etienne. C'est pas encore officiel, mais ça ne saurait tarder. Du coup, tu peux l'intégrer dans ton raisonnement, David, si t'as envie. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, ça fait un international, en tout cas à Saint-Etienne. La CAN est passée de toute façon. Voilà, je pense que c'est un bon renfort aussi, à voir. Voilà, je disais, non, en termes comptables, s'il faut prendre 22 points ou 23 points sur les 16 derniers matchs, ça va être dur avec cette équipe-là. Si après on se dit, on fait l'impasse sur le côté comptable et on se dit, on n'est plus qu'à 5 points, 6 points des concurrents, franchement, on a une équipe pour rattraper 2-3 équipes devant nous. Franchement, avec le retour de la CAN, le mercato, et à condition que Mangala soit en état de jouer, que Sako retrouve aussi son niveau, que voilà, tout ça, et que Crivelli marque. C'est un peu réponse de Normand. Ok, Just, t'es d'accord avec ça? Alors, comme quoi, il suffit d'une intervention de mon jeune Karl Beck-Bédé pour changer ma réponse, parce que ta question tout à l'heure était si ça s'arrêtait là, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors moi, comme je suis un garçon extrêmement cohérent intellectuellement et que j'ai toujours dit qu'il fallait un neuf et un latéral pour avoir une chance d'en sortir, j'allais répondre on va pas s'en sortir. Bon, maintenant on a un neuf et un latéral, donc je vais essayer de rester cohérent. Bon, après, je sais pas du tout ce que vaut le fameux Sako, donc j'ai un peu Bah de c'est mal à ça, me prononcer. si c'est un latéral pour un latéral, moi aussi je jouais latéral Ouais, quand j'étais jeune. Hein. Ouais. Oui, alors je pense que c'est jouable. Voilà, je pense que c'est jouable, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus la place pour les matchs avec un contenu à géométrie variable. Voilà, il faut qu'on ait de l'Angers, enfin de ce qu'on a vu sur Angers à tous les matchs. Voilà. Ouais. Et c'est la condition sine qua non. Bon, moi j'écoute David, hein, il dit que Bernard Diony lui a dit que le groupe ça se vivait tellement bien qu'on va s'en sortir. Moi j'ai envie d'y croire, évidemment que j'ai envie d'y croire. Ah oui, on est supporter. Ouais, on va pas se mentir, si on passe, ça sera quand même entre le mur et l'affiche. Ah, ça, c'est sûr. Messieurs, il nous reste 10 minutes dans cette première heure, puisque je vous le rappelle, hein, je l'ai suffisamment rappelé déjà, mais on est ensemble jusqu'à minuit ce soir pour
pour attendre savoir s'il y aura un dernier coup de mercato à 23h59. Mais pour la fin de cette première heure, je vous propose qu'on parle du prochain match. Le prochain match, ce sera contre Montpellier. Jingle. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors le prochain match contre Montpellier, on aura des absents du côté de Montpellier, pardon, et pas n'importe lesquels, puisque Savanier donc est suspendu si je ne dis pas de bêtises, et Sambia ne sera pas là non plus. Est-ce que pour vous c'est des raisons d'y croire, ou est-ce que on va plutôt se concentrer sur notre propre effectif avant de se poser la question des faiblesses de l'adversaire ? Alors déjà, pardon, juste le fait que Savanier joue pas, Montpellier a battu Monaco sans Savanier. Sans Savanier, tout à fait. A gagné à Nice sans Savanier. Et ils ont fait des très belles performances en plus. J'ai regardé les matchs, c'était très mais beau déjà, match. gagner à Nice et battre Monaco sans Savanier, ça veut dire qu'il n'y a pas que Savanier. C'est sûr. Donc pour toi, il faut plutôt se concentrer sur quelle équipe on va aligner et quelle animation on va avoir. Surtout l'état d'esprit. C'est encore une fois, moi, la tactique, je la laisse un petit peu à part dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire lutter pour son maintien. Autant on gagne des trophées, la course au titre se joue de manière tactique, des demi-finales de Ligue des Champions se jouent très tactiquement. Mais là, quand on joue la survie, c'est dans les têtes que ça se passe. Donc il faut une armée de vrais guerriers pour affronter Montpellier, qui est pas forcément toujours très à l'aise en déplacement. Montpellier, il y a des trous d'air. À domicile, ils peuvent être brillantissimes. Et puis, ils peuvent avoir des trous d'air, contre 3, c'était à domicile, mais ils perdent contre 3 en passant complètement à côté. Ils ont lâché des matchs comme ça. Donc, je pense que c'est une équipe loin de ses bases. Quand on la bouge un peu, mais bon, voilà, c'est toute la question. Est-ce que Saint-Etienne est capable de bouger, de malmener un adversaire? Ils l'ont fait avec Angers récemment. Ils l'ont fait avec Angers, mais Angers n'était pas non plus très inspiré. Donc il faudrait une équipe de Montpellier un peu comme Angers. Joss, t'es confiant toi pour le match contre Montpellier ? Est-ce que avec les retours, les recrues, tu penses que ça va bien se passer ? J'espère. Moi, je vais faire une réponse en 3 temps. Est-ce que jouer Montpellier avec Savanier ou est-ce que c'est mieux de jouer Montpellier avec Savanier ou sans ? Je pense que c'est mieux de le jouer sans, quoi qu'il arrive, parce que je pense que c'est une équipe qui est moins forte sans TJ Savanier. Deuxièmement, à chaque fois qu'on a dit ça cette année, qu'on jouait une équipe qui manquait des éléments, on s'est à chaque fois fait ouvrir, à chaque fois. Donc j'ai pas trop envie de penser à ça. Et troisièmement, ce match-là, comme les 15 qui vont suivre, le destin, il est entre nos pattes à nous, en fait. Voilà. Il va falloir pas calculer, il va falloir rentrer dans la meule et il va falloir jouer les matchs pour les gagner et surtout jouer les matchs pour les gagner. On n'a plus l'espace pour jouer des matchs pour ne pas les perdre. C'est ça le gros écart. Alors moi, je compte aussi. Non, il y a 4 points en fait que j'ai menti. Il y en a un 4e. C'est que Geoffroy Guichard sans jauge. Jauge. Ça peut être un élément important. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Après, je sais pas quelle sera la réaction de l'ensemble du public. Je pense qu'il sera au soutien, mais ça peut être un élément important pour nous. Voilà. Oui, et d'ailleurs, je me permets de le redire, hein, mais quels que soient nos avis sur Crivelli, sur le recrutement, sur l'équipe actuellement, quand on est au stade, quand on est sur Internet, essayons d'être unis entre nous. Déjà, ce serait pas mal, et de pas cracher sur nos joueurs avant de les avoir vus sur le terrain. Ça, c'est Absolument. pour Crivelli. J'ai beau avoir apporté mes doutes quant au niveau du joueur. Une fois qu'il sera sur le terrain, je serai le premier à l'encourager, ça c'est une certitude. Un petit pronostic, Joss, pour Saint-Montpellier. Ouais, je vais faire le même que notre boss Ro, que je salue, s'il doit sûrement être quelque part par là. Je pense qu'on va les écraser 1-0. Ok, très bien. David, toi, Avec évidemment un but de Crivelli. Bien sûr. T'as un prono à nous donner ? Oui, pronostic déjà du cœur, mais peut-être même de raison. Allez, victoire de Saint-Etienne, parce qu'il faut enchaîner, il faut gagner. Moi, je vais dire 2-1. Voilà, je me dis qu'on peut enfin voir un peu plus d'un but stéphanois. Donc, il y en aura peut-être 2, même si c'est un but contre son camp, c'est pas grave. Ok, voilà, j'imagine, j'espère. Donc un but contre Victoire son camp, et le deuxième, c'est de qui ? Qui va être en mesure Crivelli sera déjà prêt, j'espère, parce que si on prend des joueurs au mercato d'hiver et qu'il faut attendre 3 semaines avant de les voir jouer,
Donc oui, allez, Crivelli pour ses grands débuts. Ok, avec un sauvetage sur la ligne de Mangala. Kevin, j'ai vu que tu avais fait un sondage par rapport à la question de David tout à l'heure entre Ramirez, Crivelli et Crasso. Qui c'est que les gens signent? Ils ont signé qui? Bah écoute, je suis assez désemparé. Il n'y a que 1% des votants qui a voté pour Jean-Philippe Crasso. Aïe. Je m'attendais quand même à plus. Il passera pas au second tour et ça serait du coup Ramirez qui serait quand même, hein, qui a quand même gardé cette image de chouchou des supporters. Il est à 54% des voix. Eh ouais, je pense que la frustration de l'avoir très peu vu sur le terrain doit jouer. Ça, c'est une certitude. Et en termes de pronostic, un petit peu, le chat, il voit quoi? Et le chat, pour l'instant, le sondage est en cours et le chat est à 70% pour une victoire, hein. Donc ça tourne jusqu'à la fin de l'émission. Je referai un petit point au moment des remerciements. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le match contre Montpellier? Non, Juste moi, un j'aurais petit truc appel, à juste. ajouter Pardon, à la fin, moi. Joss, moi c'est juste un petit appel. Non, vas-y, David, vas-y. Ouais, non, juste un petit appel aux supporters. Moi, je suis très triste de voir que les supporters stéphanois ne peuvent plus assister au match à l'extérieur. Bon, il y a des décisions qui ont été prises. Maintenant, donnez tout et encouragez vraiment tous ceux qui viennent à Geoffroy Guichard. Essayez d'être positif et d'aider cette équipe. C'est pas le moment de taper sur cette équipe. Voilà, on connaît le niveau, ça a été dur, ils sont derniers. Mais le but, c'est de sauver un club, là. C'est de les laisser en Ligue 1. Quand j'entends « Oh, c'est un mal pour un bien de descendre en Ligue 2 », non. Quand on descend en Ligue 2, on ne sait jamais quand on y revient. Donc, voilà, on sort de 2 Surtout ans cette année. très difficiles. Donc, allez-y, encouragez, même s'ils sont pas bons. C'est le club avant tout, c'est votre identité, c'est le maillot vert. Donc voilà, j'espère que voilà, il y aura ce fameux 12e homme qui permettra de grappiller les points qui manqueront pour le maintien. Voilà, c'est juste un petit appel. Tout à fait. On sait que la vie de supporter est plus souvent pleine de défaites, de déceptions et de tristesse que de réjouissances. Mais c'est la vie qu'on a choisi de mener ou pas choisi. Mais en tout cas, c'est notre vie, la vie de supporter. Donc on le sait. Joss, ouais, tu voulais rajouter un petit truc aussi? Ouais, simplement remercier David pour cet appel à l'unité. J'allais le faire, mais il l'a fait tellement mieux que moi que j'ai rien à ajouter. Par contre, je voudrais juste le remercier à nouveau, David, d'avoir été avec nous. C'était un honneur. Moi, la voix de David Berger, c'est tellement de bons moments, tellement de nostalgie. En plus, il est du même coin que moi. Et en plus, je vous le dis à tous, c'est un mec super sympa. Alors, voilà. moi, je suis très honoré. Merci. Joss, je suis très honoré de tes mots. J'ai cru que tu allais dire que j'ai bercé ton enfance. Là, je l'aurais plutôt mal pris. J'ai été très honoré d'être invité et c'était un vrai plaisir. J'espère que j'aurai le plaisir d'y retourner, de revenir, de participer à cette émission qui est passionnante. Et puis voilà, le mot de la fin, c'est toi qui vas l'avoir. Eh ben, tu es le bienvenu quand tu veux. Tu seras carrément le bienvenu, en tout cas. C'est clair, avec un grand plaisir. Et on a envie de continuer cette émission en Ligue 1 la saison prochaine. Donc faites en sorte, bien sûr, dans le chat, d'encourager votre équipe autant que vous le pouvez. Avant qu'on se quitte, qu'on se quitte pour la première heure, hein, je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit, les amis. Ne partez pas tout de suite. Est-ce qu'on a un résultat sur les pronostics pour le match contre Montpellier? Eh bien oui, ça s'est resserré, mais c'est une victoire qui est pronostiquée à 59%. Donc quand même un peu d'optimisme dans le cœur des supporters et une défaite à 31%. Quoi qu'il arrive, on ne voit pas de match nul arriver. Ok, très bien. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette première heure. Merci beaucoup David pour ta sympathie et ton expertise. Nous on va faire... Jusqu'un, un dernier mot vraiment en toute fin. Je remercie aussi Patrick Guillou qui est ici parce que c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer en contact avec David. Voilà, je voulais le remercier publiquement.
C'est fait. Merci, merci Patrick qui a été notre invité il y a quelques semaines de cela également. On va faire une micro-coupure les amis, il va y avoir le générique de fin, c'est juste pour des raisons techniques. Après comme on envoie l'émission à Active, notre partenaire, la radio des Verts, eh bien ça leur permet d'avoir une émission d'1 heure pile. Donc on va faire une toute petite coupure et on se retrouve dans 30 secondes juste après le générique de fin. À tout de suite.